Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Director's Scan. Director's Scan, c'est comme Director's Cut, mais avec la voix cassée par la clim des salles de cinéma cannoises. Tous les jours à 17h sur 95.4, tous les jours à l'heure que vous le souhaitez, sur Digipod, sur iTunes et sur YouTube. Comme c'est le cas un jour sur deux, je me penche aujourd'hui sur la compétition officielle, les films concourant à la Palme d'Or donc. Si les premiers jours du festival nous ont fait peur avec des films réussis mais mineurs, comme Les Merveilles, Relatos Salvares ou The Homesman, c'est à présent l'effervescence à Cannes. C'est bien simple, tous les films projetés sont autant de nouveaux favoris. Les Dardennes pour 2 jours et une nuit, dont je vous ai parlé avant-hier, Noami Kawase pour Still the Water, Xavier Dolan pour Mommy et Olivier Assayas pour Sils Maria, dont je vous parlerai dans la 10e émission, qui sera aussi celle de l'annonce du palmarès. Mais pour l'heure, je vous parle de 2 autres concurrents sérieux, Maps to the Star de David Cronenberg, Jean-Luc Godard pour Adieu au langage, et même s'il ne sera clairement pas au palmarès, on l'aime bien quand même, Michel Hazanavicius pour The Search. 2 ans, non, je ne pourrais pas. Il n'a pas pu faire de nous les humbles, Qui ça? ou pas su, ou pas voulu. Je vous parle maintenant de Adieu au langage de Jean-Luc Godard. À défaut de pouvoir fixer mon opinion sur un tel film, je vous propose de suivre le flux d'émotions dont son visionnage nous rend victimes. Attention, en exclusivité mondiale, vous allez entrer dans la tête d'un spectateur qui vient de voir le nouveau film de Godard à Cannes. Oh putain, j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est la merde, j'ai rien compris, je vais devoir écrire un truc là-dessus, et j'ai rien à dire parce que j'ai rien compris. Ok, pas de panique, c'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive, tu as déjà vu des films que tous les critiques adorent et que le public déteste, et même si ça t'énerve d'être d'accord avec la masse, tu trouves toujours un moyen de t'en sortir. Tiens, par exemple, quand j'avais aimé le Gondry, mais que je voulais pas le dire directement, j'avais dit qu'en fait on le prenait trop au sérieux, qu'en fait ces films étaient amusants ou mignonnés. Procédons par ordre. Tu as aimé ou pas? Bof. Comment ça, bof? T'as ressenti des trucs ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti? C'est bizarre. Mais voilà. Mais c'est une piste, ça. Le nouveau film de Godard est un ovni cinématographique proposant une liberté formelle telle qu'il peut seul se la permettre dans un paysage cinématographique contemporain où le consensuel règne en maître depuis que les grands studios ont pris la main mise sur... Non mais attends, mais c'est nul ça. Bon alors, que cherche à nous dire le film? Le film interroge l'ontologie de l'image. Ça déjà, voilà. Il nous dit que... Putain, mais il nous dit quoi, ce connard? Non mais c'est vrai, c'est un connard, il le fait exprès, c'est pas possible. C'est juste un vieillard snob qui se sert de sa réputation pour faire de l'esbrouf et tout le monde tombe dans le panneau. Voilà, c'est ça mon avis. C'est ça que je vais écrire, ça va être un vrai brûlot, je vais faire un buzz. Jean-Luc Godard, de nouveau, se fout de la gueule du monde entier, et l'intelligentsia parisienne se masturbe en 3D simplement parce que c'est plus classe que sur YouPorn. Oh putain, ce que je leur ai mis là. Prends ça dans ta gueule, Michel Simon, toi et ta génération de vieux critiques de papa, sclérosés dans leur certitude. Tiens, au fait, il en a pensé quoi, Michel Simon? Je vais lire les critiques presse, ça va m'aider au moins à comprendre l'histoire. Télérama. Godard dit adieu au langage et bonjour au cinéma. Nouvelle vague, dinosaure au sommet de sa forme, déconstruction de la grammaire cinématographique. Ouais, bon alors, Le Figaro, tiens, Eric Nehoff. Oh bah il ferait mieux de changer ses lunettes, le vieux Godard. Ok, alors, les Inrocks, intelligentsia parisienne se masturbe en 3D simplement parce que c'est plus classe que sur YouPorn. Oh merde. Oh, faut que je change de boulot, moi. Mais non mais c'est pas possible, personne n'est capable de me dire ce que raconte le film. Google. La réponse est dans Google. Que veut dire Godard? Alors, Godard refuse d'aller à Cannes, Godard de l'art et des godes, Godard masturbation intellectuelle, Godard antisémite, Godard juif, Godard Dieudonné. Donc en fait, personne ne sait ce que veut dire Godard. Finalement, peut-être que Godard ne veut rien dire. Non, peut-être que si personne ne comprend rien, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Juste à ressentir, à se laisser baigner dans la désorientation sensorielle. Après tout, aucun autre réalisateur ne met les critiques dans cet état de panique et d'incertitude, c'est génial.
Ce type est un génie. Là voilà mon opinion tranchée. Godard effectue un collage miraculeux d'images, de sons, de citations, qui plutôt que de prendre sens par leur apposition, perdent au contraire toute rationalité pour devenir de pure data sensorielle qui nous emporte dans une ivresse cinématographique. Il aplanit les différents niveaux de la réalité afin de... Ah merde, non, ça c'est ce que j'ai écrit sur Cronenberg. Oh non, il y a Thierry Méranger qui est là. Il vient vers moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Il va me demander « T'as vu le Godard ?» Je vais lui dire oui. Il va me dire « T'en as pensé quoi ?» Je vais avoir l'air de quoi ? Je peux décemment pas lui dire que j'ai pas aimé Godard, ou que je connais pas assez, ou que finalement c'est pas si terrible. Mais je peux pas non plus lui dire que c'est génial, il va me demander pourquoi. Et qu'est-ce que je vais lui répondre ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Perte de sens, dire adieu au langage. Ah non mais quel con, c'est le titre du film ça. T'as pensé quoi d'adieu au langage ? Oh pour moi c'est clairement un adieu au langage. Non, je vais avoir la con. Ah bonjour, vous allez bien ? Vous avez vu le nouveau Godard ? Alors, vous en avez pensé quoi ? Vous avez rien compris ? Ah bah voilà, ah non mais je suis content, on est d'accord, c'est quand même de la pure masturbation intellectuelle. Comment ? Mais c'est génial. Ah ça par contre c'est génial. Ah bah ça de toute façon, on peut pas lui relever ça, c'est génial. Ah quand on pense que les gens, en ce moment même, se ruent sur Godzilla, et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, là, non là, au moins c'est génial. Enfin c'est amusant quoi, voilà, c'est mignonné en fait, c'est Godard. Havana, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. On est ce soir dans les grands noms puisque je vous parle maintenant de Maps to the Star de David Cronenberg. J'ai vu Maps to the Star il y a 3 jours déjà. 3 jours c'est beaucoup à Cannes, mais au moins ça vous aura laissé le temps d'aller voir le film au cinéma puisqu'il est déjà sorti dans les salles françaises. J'avais besoin de ce temps pour digérer, rationaliser, trouver un bout par lequel aborder ce film protéiforme. Je l'ai trouvé en choisissant de commencer par le titre. Maps to the Star, c'est la carte des étoiles pour les francophiles. C'est comme un planisphère, mais dirigé vers le ciel, qui permet de repérer les différentes constellations. Cela dit, il y a aussi une application iPhone pour ça. Mais la carte des étoiles évoquée dans le film, c'est aussi une carte qui permet de savoir où habite chaque star. Où habite chaque star dans Hollywood, histoire d'aller les chercher directement chez elles, comme si ça suffisait pas de les faire chier pour un selfie sur la croisette. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que retranscrire la voûte céleste, c'est un travail d'aplanissement. Il s'agit de rabattre sur une même surface des astres pourtant éloignés de millions de kilomètres. Or, le cinéma met en œuvre la même démarche. Le cinéma, avant la 3D en tout cas, projette sur un écran plat une réalité faite de profondeur et d'aspérité. C'est aussi le travail qu'effectue Cronenberg dans ce film. Cronenberg aplanit les différentes couches du réel. Il fait se côtoyer dans une même dimension les tonalités que creuse l'esprit humain à même la matière. Il aplanit la réalité des différentes générations en offrant à son personnage principal, interprété par la formidable Julianne Moore, actrice sur le retour, je parle là de son personnage, pas Julianne Moore qui elle n'a jamais été en aussi bonne forme, en lui offrant de jouer le rôle tenu auparavant par sa mère dans un film devenu culte. Il aplanit la vie quotidienne des stars de cinéma et leur vie fantasmée, lorsqu'il ingère l'inceste dans son récit, donnant ainsi à son film une dimension mythologique. Il aplanit le monde des vivants et le monde des morts lorsqu'il fait apparaître des fantômes, filmés comme s'ils n'avaient rien d'effrayant. Il aplanit la réalité de la conscience et du subconscient. Il aplanit aussi par un système de référence et de continuité des motifs l'ensemble des films de son œuvre. Le vecteur principal de l'œuvre de Cronenberg est la rencontre, l'aplanissement donc, de la chair et de la machine, ou pour le dire autrement, du subconscient et de la technique. Dans La Mouche, c'était un scientifique qu'une machine faisait fusionner avec un insecte. Dans Crash, c'était des corps qui se reconstruisaient et se détruisaient à l'infini par des accidents de voiture volontaires et des prothèses faites de carrosserie. Dans Existence, le jeu vidéo et la réalité virtuelle étaient faits, comme dirait Shakespeare, de la même étoffe qu'est faite la chair humaine. History of Violence et les promesses de l'ombre ajoutaient la question du trouble de l'identité. Le jeu est un autre qu'incarne le subconscient, ce même subconscient qu'était devenu la télévision par exemple dans Vidéodrome. A Dangerous Method était un film amusant car au moment où Cronenberg a eu l'occasion de toucher du doigt de manière explicite son sujet de prédilection, l'obscurité du subconscient, il choisissait de réaliser un film au contraire sur la clarté, la verbalité, l'harmonie, la cohérence, la rationalité, moyen de moquer les psychanalystes qui ne prennent pas acte de l'opacité de l'esprit. Armé de cette nouvelle préoccupation,
Contre-champ de son œuvre antérieure, il avait proposé Cosmopolis, magistrale parabole de l'esprit humain où le subconscient est ce monde grouillant qu'on refuse à laisser entrer dans la limousine où règne la clarté, c'est-à-dire le champ contre champ et ses infinies variations, mais où tout est bousculé par le monde qu'on refoule et où finalement la chair reprend ses droits. Maps to the Star, s'il se sert de la satire hollywoodienne comme support, à la manière dont le faisait A Dangerous Method avec la psychanalyse, ne déploie pas d'autres préoccupations que celle-ci. Le médecin, interprété par John Cusack, cherche à soigner l'âme par le corps, tandis que leur subconscient torture les personnages, qui se croient protégés car isolés dans des champs contre champs, mais que rattrape le passé, la généalogie ou la légende. À force de starification, les personnages se perdent dans leur propre mythologie et ne peuvent accéder au statut d'étoile qu'en épousant leur réalité la plus obscure, bref en s'aplanissant comme des constellations sur un écran de cinéma. J'envisage la possibilité de plusieurs prix pour ce film choc. D'abord le prix d'interprétation pour Julianne Moore, actrice la plus libre et la plus courageuse de sa génération. Le prix de la mise en scène, pourquoi pas, dans l'ensemble des nommés Cronenberg à l'œuvre la plus maîtrisée et la plus riche, ou le grand prix qu'il mérite amplement et qu'il a reçu déjà en 96 pour Crash, il y a déjà 18 ans donc. Je vous parle maintenant du nouveau film de Michel Hazanavicius, qui quitte le registre comique et la démarche postmoderne de ses derniers films pour réaliser une grande fresque spielbergienne sur le génocide tchétchène par l'armée russe, commandité par Poutine avant qu'il ne devienne président. Ne tirons pas sur l'ambulance. The Search a eu la malchance d'être projeté à un moment de grande émulsion. On a vu le Dardenne, le Godard, le Cronenberg, le Kawase et la Havelan Hazanavicius. Nul doute que la réception n'aurait pas été aussi cruelle s'il était sorti en début de festival, et il n'y a aucune raison que le public ne le suive à sa sortie en salle. Nous suivons 3 personnages concernés par le conflit de plus ou moins loin. Un petit garçon tchétchène voit sa famille exécutée par des soldats russes, un jeune russe mal dans sa peau est recruté par l'armée pour devenir soldat, et Bérénice Bejo interprète une parlementaire spécialisée dans les droits de l'homme, enquêtant sur les massacres perpétués durant la guerre et que taisent les médias. Ce n'est pas un argument que j'ai l'habitude d'utiliser, mais il faut reconnaître au film tout d'abord la pertinence de son sujet. Le génocide tchétchène est méconnu, récent et incrimine des personnages publics encore au pouvoir en Russie. Le film, plutôt que l'impression d'envergure qu'il cherche, laisse un sentiment d'éparpillement. Hazanavicius aurait sans doute mieux fait de recentrer son propos, d'autant plus qu'il fait ses armes dans le drame et aurait eu intérêt à y aller étape par étape. Le thriller politique est assez peu trépidant, la relation du gamin à la femme qui le recueille est superficielle et n'est touchante que ponctuellement, et le brûlot antimilitariste est trop démonstratif pour être vraiment saisissant. L'image est magnifique et on sent une honnête et respectable volonté d'innover narrativement, mais le tout manque de chair. C'est dommage, mais on est loin des grandes tragédies idiotes façon La Rafle ou Harrison's Flower. À défaut d'un succès d'estime, on espère que le film rencontrera un minimum de public, d'une part pour que la dénonciation du massacre se popularise, ensuite pour qu'Hazanavicius, qui conserve toute ma sympathie, puisse enchaîner très vite avec un nouveau drame plus modeste et plus réussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve dès demain après avoir ingurgité l'intégralité de mon pot de miel. Ce sera l'avant-dernier épisode de Director's Cut et il sera question du palmarès des sections parallèles, quinzaine des réalisateurs, semaine de la critique et un certain regard. À demain et bonne toile.